Bonjour à tous. Du coup, effectivement, la vision SIM, mais surtout, au préalable, là, quelques explications de qu'est-ce qu'on décrit comme le SIM. Et après, on va vous illustrer un cas concret, et du coup, qui sera présenté par Vincent. Rapidement, donc voilà. Donc moi, Élise Puy-Ségur, chef de service ville et mobilité sur l'agence Ingérop Lille et référente BIM SIM sur la région Nord-Est. Et donc, Vincent. Donc, je suis Vincent Duloup, je viens de Bordeaux, merci de m'accueillir. Je suis chef de projet en aménagement et projet urbain à Bordeaux et on a aussi développé une démarche BIM à l'échelle urbaine sur un projet bordelais. Donc, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est pour vous montrer concrètement un cas concret. Donc, rapidement, je vais faire vite sur la présentation d'Ingérop. Donc, acteur majeur de l'ingénierie en France et à l'international, donc des agences réparties sur toute la France, à peu près 1900 collaborateurs, donc sur 4 domaines d'activité qui sont le bâtiment, la ville et mobilité, l'industrie et l'énergie, et l'eau et environnement. Donc nous, on est sur le pôle ville et mobilité en ce qui nous concerne. Avec du coup des activités essentiellement de maîtrise d'œuvre, d'AMO, d'EXE, de bureau d'études. Donc pour faire court, après on sera à votre disposition effectivement pour les questions. Je vais rentrer un peu plus du coup dans la suite et dans ce qui nous a amené aujourd'hui, donc sur le BIM et infrastructure et plutôt du coup vers le SIM. On a parlé, donc il y a eu des amorces par Pierre Mick, là, un petit peu de ce qu'il entendait par infrastructure, donc sur les projets routiers ou sur les projets. Donc là, on va plutôt rentrer au cœur de la ville et plus sur nos espaces urbanisés à proprement dit que des infrastructurantes. C'est à l'écoute, donc là je vous fais un petit aparté personnel, à l'écoute d'un podcast récemment sur l'économie circulaire et donc sur la densification et sur l'étalement urbain. Il y avait des petits chiffres qui m'ont un peu percuté, du coup sur la place de l'espace public et du bâtiment. Donc sur le BIM, on entend beaucoup parler du bâtiment et finalement dans ce podcast il y avait donc je ne les ai pas vérifiés, mais il disait que le bâtiment représentait 18% des surfaces urbanisées et que le reste était donc de l'espace urbain, de l'espace. Donc après, à voir ces chiffres-là. Et 50% de l'espace urbanisé qui était dédié à la voiture. Donc ça, on espère que ça évolue et que peut-être les modes doux vont prendre un peu plus que la voiture. Donc c'est plutôt dans l'air du temps. Mais c'était du coup cette petite introduction juste pour finalement vous illustrer l'envergure de notre terrain de jeu et donc de ce qu'on appelle, nous, l'espace urbain et le génie urbain. Donc, qu'est-ce que le SIM donc, le City Information Modeling avec l'accent. Donc, il y a plusieurs définitions. Donc, il pourrait y avoir là tout un panel de petits mots. Donc, c'est la déclinaison urbaine du BIM, l'application du BIM à l'échelle du territoire, à l'échelle urbaine, l'application du BIM pour la conception urbaine, donc la maquette numérique à l'échelle d'un quartier, d'une ville. Donc, on est sur toutes ces déclinaisons-là, et là, avec appuyé sur une maquette numérique urbaine. Et comme l'a très bien illustré Pierre Mitch, je pense que c'est tout à fait dans nos métiers, où un petit schéma vaut mieux que des longs discours. Donc, le SIM, nous, on va plutôt l'illustrer de cette façon-là, donc sur la partie BIM de l'espace public, à laquelle va s'additionner la partie BIM du bâtiment, et tout ça qui va pouvoir constituer le SIM. Donc, on a effectivement tout la partie projet et la partie BIM, aussi bien des espaces publics, du bâtiment, qui va constituer donc l'ensemble de nos îlots ou l'ensemble de notre ville et de nos quartiers. Donc voilà ce que nous on décrit sur le SIM, et donc là, l'important c'est et du coup un peu l'échelle que ça représente pour nous. Donc on est aussi un petit peu là à cheval entre la ville intelligente et les sujets sous lesquels qui ont été abordés là au préalable. Donc on espère devenir aussi des acteurs de être en amont de ces sujets-là, de la ville intelligente, et de pouvoir en tout cas œuvrer activement sur ces prochaines étapes.
Donc le CIM, on en a parlé, il y avait tout à l'heure une petite intervention sur les acteurs, en disant que les acteurs au niveau de l'infrastructure étaient peut-être moins nombreux. Par contre, je ne partage pas tout à fait sur ce schéma-là pour la partie SIM. Parce que la partie SIM, donc je reprends, et c'était bien parce qu'on l'a vu tout à l'heure, sur les... je jongle avec mes... Voilà. Donc sur les acteurs, on les a vus tout à l'heure, les acteurs du BIM, on les connaît bien, on les retrouve. Donc la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, le BIM manager, avec tout le schéma collaboratif de ces de s'ensemble en disant, voilà, tous ces acteurs-là qui sont au cœur du bâtiment travaillent en collaboration pour former et pour en tout cas travailler sur un processus BIM. Sur le CIM, c'est un peu différent. Donc, je n'ai pas voulu rentrer dans la partie contractuelle, mais en tout cas, plutôt vous donner déjà une aperçu des acteurs avec qui on devait travailler et sous lesquels ils étaient concernés par le CIM. Et donc, on a un volet d'acteurs qui est assez finalement conséquent parce qu'on retrouve les acteurs du BIM, donc qui peuvent être des maîtrises d'ouvrage ou en tout cas ou des maîtrises d'œuvre sur la partie infrastructure, l'espace public, sur la partie bâtiment. Et tout ça, du coup, se retrouvant et puis chapeauté ou en tout cas drivé par des aménageurs, pas des collectivités. Après, on a donc un réseau d'acteurs qui est les concessionnaires, donc là important pour la partie réseau. Donc on a un schéma finalement d'acteurs et d'agglomération de projets différents qui peut être assez conséquent. Et donc tout ça qui va devoir s'articuler sur une problématique ou en tout cas sur l'aménagement ou sur le développement d'un nouveau quartier ou sur la possibilité de faire de la ville et de faire de la maquette urbaine. On a parlé aussi des usages. Donc là, c'était Guillemette avec LMH qui a parlé effectivement de l'importance des usages et de la définition des usages, donc la compréhension. Et donc là, on est très vigilant et on travaille aussi avec nos maîtres d'ouvrage sur les usages de cette maquette urbaine. Donc de savoir pourquoi ils vont vouloir avoir du travailler sur un projet en CIM ou avoir une maquette urbaine à l'échelle du quartier ou de la ville. Et donc là, il y a eu juste une petite liste exhaustive des usages qui sont repris, ceux qui viennent en fait des documents de Building Smart France. Donc on a les usages un peu classiques du BIM qui sont la vérification de programme, la revue de projet, l'extraction de données. On a parlé beaucoup de l'importance de la donnée. Donc tous ces usages-là vont être repris et vont être réutilisés, ou en tout cas on peut les reprendre pour la partie SIM. Donc on a le cœur du BIM est repris dans la partie SIM, mais j'avais envie de faire un focus sur les usages qui peuvent être plus appropriés, en tout cas, qui ressortent de cette partie SIM. Et donc, on est dans la communication. Donc, on voit là l'importance de cette maquette urbaine qui va les permettre de communiquer, de promouvoir le territoire, de permettre aussi d'avoir une vision très opérationnelle du phasage. Donc, on a la complexité sur aussi bien une échelle urbaine, une échelle de territoire très importante, mais aussi une temporalité très, 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 très importante. L'échelle d'un quartier, la construction d'un quartier va se faire en 20 ans, quand un bâtiment va se faire en quelques années, que là, un quartier complet va sûrement se développer en plusieurs dizaines d'années. Donc, on a cette pertinence d'avoir du phasage et une vision du phasage opérationnel. La maquette SIM va aussi permettre de comprendre les territoires et après d'accompagner la prise de décision, donc sur la partie réglementaire et urbanisme. Et elle va aussi pouvoir permettre d'être le support de simulation urbaine. Donc on espère aussi de travailler sur des sujets écologiques, d'îlots de chaleur ou de simulation énergétique associés à cette maquette urbaine sous lequel on porte, ou en tout cas, on travaille. Donc, je ne vais pas m'étaler plus. Donc, voilà, je vous avais parlé en disant, on peut parler de la contractualisation, comment ça se rédige, les conventions BIM, les conventions SIM, le SIM manager, quel est le rôle. Donc, je pense que on n'a pas voulu collectivement s'aventurer sur ce terrain-là, mais plutôt l'illustrer par un des cas concrets sous lequel on a travaillé, et surtout Vincent, sur Bordeaux. Donc, il va pouvoir vous illustrer ça. Et après, on sera effectivement à votre disposition pour les questions
et de rentrer peut-être aussi un peu plus dans le détail si vous le souhaitez. Donc, je vais passer le micro à Vincent pour la partie concrète et projet. Merci Élise. C'est ici, c'est ça ? Super, ça fonctionne. Comme l'a dit Élise, l'idée, c'est de ne pas faire trop de généralité parce qu'en urbain, encore plus qu'en bâtiment, on est souvent sur des cas particuliers. Donc, on peut faire une liste d'usages extrêmement longue. Maintenant, l'idée, c'est de bien cibler sur un territoire les usages qui sont vraiment pertinents. Donc, l'idée ici de cette présentation, c'est de vous montrer concrètement ce qui a été mis en œuvre sur Bordeaux. Et donc, sur Bordeaux, c'est sur la ZAC Garonne-Eiffel. ZAC Garonne-Eiffel qui est sous maîtrise d'ouvrage Bordeaux-Atlantique. Un petit peu de contexte avant d'attaquer vraiment le cœur de la démarche. Bordeaux a des ambitions de métropole européenne. Je pense que c'est aussi le même sujet à Lille. Donc concrètement, ça s'est traduit en 2017 par l'arrivée de la ligne à grande vitesse, qui a mis Bordeaux et Paris à 2 heures de distance. Donc cette ligne à grande vitesse, oui, le pointeur fonctionne. On a la gare qui est ici sur ce territoire. Et donc il y a un aménageur qui a été désigné, qui a été créé même, c'est l'établissement public d'aménagement Bordeaux-Atlantique, pour gérer l'ensemble de ce territoire autour de la gare. C'est un territoire sur quelques chiffres, c'est 2 500 000 m² de surface de plancher à créer, 740 hectares. Donc un territoire très large, articulé autour de 2 projets opérationnels, la ZAC Saint-Jean-Belsier, autour de la gare, et quand on traverse la Garonne, quand on vient sur la rive droite de Bordeaux et de sa métropole, la ZAC Garonne-Eiffel. Et donc c'est sur ce territoire-là que la démarche CIM que je vais vous présenter a été lancée. À l'écran, vous voyez une photo aérienne avec le périmètre de la ZAC Garonne-Eiffel. Donc, c'est le périmètre qui est en blanc, en pointillé. C'est une ZAC qui fait 130 hectares de surface, qui donc, sur la rive droite de Bordeaux, vous voyez que le territoire est largement marqué par des industries. Donc, un territoire qui va très largement muter, puisqu'à terme, on va accueillir de l'ordre de 12 000 habitants. C'est principalement du logement. La démarche CIM n'a pas été lancée sur l'ensemble de la ZAC. Elle a été lancée sur une partie de la ZAC, sur un quartier précisément qui s'appelle le quartier du Belvédère et que vous voyez ici en pointillé rouge. Un petit mot quand même sur cette ZAC-là, elle est vraiment en limite d'un bâti existant assez marqué, un quartier où on retrouve de l'échoppe. On a le pont de Pierre, pour ceux qui sont déjà venus à Bordeaux. Ici, c'est le centre-ville. C'est vraiment le centre-ville de Bordeaux. Donc, on est sur un territoire qui, en réalité, est très, très proche du centre-ville. Et Bordeaux a cette particularité d'avoir un côté de la rive de sa Garonne qui dispose encore de larges territoires pour muter et qui, du coup, comporte de grands projets urbains. On a d'autres projets qui s'appellent Bastiniel ou Brazza, qui sont de dimensions un peu inférieures, mais quasi similaires. Donc, ça, c'est pour le contexte. Le projet du Belvédère. Donc, le projet du Belvédère, sur la ZAC Garonne-Eiffel, on a un accord cadre, on est titulaire d'un accord cadre de maîtrise d'œuvre urbaine dans lequel on réalise des études préopérationnelles de type plan guide, on réalise des études environnementales, on réalise des études de maîtrise d'œuvre des espaces publics et des missions annexes qui viennent en support de ces missions principales. On est en groupement avec notre mandataire urbaniste TVK. Donc, sur le quartier du Belvédère, on est maître d'œuvre des espaces publics en mission principale. Ce secteur, c'est un secteur qui fait 12 hectares, 140 000 m² de surface de plancher, avec une programmation mixte, logement, bureau, commerce. Un point particulier sur la partie promoteur, puisqu'en termes d'organisation, c'est un groupement de promoteurs qui a été lauréat d'un appel à projet. Donc un groupement de promoteurs Altara Cogedim, Nexity et Pitch Promotion. Et on verra un peu plus tard sur la partie organisation que ça a quand même des conséquences sur l'organisation générale de la démarche. Un aperçu des grandes étapes dans le lancement de cette démarche, puisque ce n'est pas une démarche qui a été réalisée en un temps relativement court. En réalité, c'est quelque chose qui a démarré en 2016. On a commencé à discuter avec Bordeaux-Atlantique de la possibilité de lancer donc, une démarche BIM appliquée à un quartier, un projet urbain. À ce moment-là, le CSTB participait aussi à ces discussions, notamment sur la question du choix du territoire. Donc ça, on a discuté en 2016 et puis on s'est lancé concrètement en 2017, comme vous le voyez à l'écran. Nous, de notre côté, pour un GEROB, ça veut dire concrètement faire un benchmark au niveau des outils pour s'organiser de façon opérationnelle pour produire la maquette et pour pouvoir également gérer toute la démarche, la piloter.
Donc concrètement, on commence en 2017, et quand on commence pas directement par modéliser. En fait, il y a une phase de structuration de la démarche, où on s'est posé les questions, ça a été bien dit précédemment, à quoi va-t-elle servir? Quels sont les usages associés à cette démarche SIM sur ce quartier du Belvédère? Et puis, il y a eu un jeu entre, OK, on veut faire des choses qui peuvent être plus ou moins avancées, plus ou moins poussées, mais est-ce que c'est faisable? Et c'est là où, de notre côté, on a pu mettre en balance par rapport à la faisabilité de ce qui était imaginé. Donc, il y a eu un ajustement qui a été produit. C'est un travail qui a duré 3 mois, pardon, qui a permis de définir les usages et tout un tas de préconisations, d'attendus qui s'appliquent après à tous les contributeurs de cette maquette du Belvédère. De façon plus opérationnelle, la première étape, ça a été de concevoir, modéliser dans le cadre des premières phases, AVP pour les espaces publics et APD-PC pour une partie des lots. Grosso modo, la moitié des lots qui sont sur le secteur. On reviendra derrière sur les usages qui ont été retenus, mais rapidement, il y a une synthèse. La synthèse à partir de la maquette a été un des usages, et donc, à l'issue principalement des phases AVP-APD, on a commencé à faire de la synthèse entre les maquettes bâtiments et les maquettes espaces publics. Et c'est une synthèse qui vient se poursuivre dans le temps au fur et à mesure que les maquettes de bâtiments sont agrégées, enfin sont produites, agrégées, et que la maquette d'espace public est également mise à jour sur les phases ultérieures. Alors, la question du territoire, elle est quand même assez importante sur le choix de la réalisation de la démarche. Pourquoi? Parce qu'on avait identifié qu'il y avait des enjeux spécifiques que le BIM devait, en théorie, puisque c'était une promesse, nous permettre de mieux gérer. Ces enjeux sont lesquels? Déjà, on a un espace public, une place, qui est un belvédère, d'où le nom du quartier, majeur à l'échelle de la rive droite, et complexe, parce qu'encadré par des bâtiments, mais encadré très interfacé, avec notamment un parking privé enterré sous la place. Donc le BIM, avec son aspect 3 dimensions, devait quand même notamment nous permettre de mieux gérer ces questions, notamment sur la partie altimétrique. Ensuite, en termes d'aménagement, on a aujourd'hui un pont existant qui s'appelle le pont Saint-Jean. Et aujourd'hui, quand vous vous promenez sur ce territoire-là, ça ne ressemble pas du tout à l'image ici. C'est-à-dire que c'est plutôt une autoroute urbaine avec un profil extrêmement routier, 2 fois 2 voies, pas de trottoir, quasiment pas, des glissières. Au niveau du débouché du pont, ici, on a un système d'échangeurs extrêmement routier, vous savez, avec les oreilles. Donc le BIM, toujours avec l'aspect 3D notamment, devait nous permettre quand même de mieux appréhender la transformation du territoire. Ça, c'était aussi une des promesses, donc un enjeu supplémentaire. Ensuite, on a une question de nivellement assez fort, c'est-à-dire que ce pont ici est existant, et on voit bien qu'on doit venir connecter dans le cadre du quartier, via des cheminements qui doivent être PMR, notamment, connecter le haut du pont et la voirie des quais. Il y a à peu près 5 mètres de différence entre les deux. Donc ça, on sait très bien faire en aménagement, on étudie les pentes, ce genre de choses, on sait très bien les gérer. Par contre, ce qui était intéressant, c'est d'arriver à disposer d'un outil collaboratif qui permettait de mieux partager les résultats de ce qui se passait sur l'espace public, notamment au niveau des pentes, par rapport au seuil de bâtiment. On sait que c'est en général une problématique d'avoir des seuils qui calent avec les fonds de trottoir. On n'a pas tout à fait la même vision entre l'espace public et la partie bâtimentaire. On s'était dit, cet outil-là va nous permettre de mieux régler cette question-là. Ensuite, on a des réseaux structurants, comme dans toute ville et métropole. Donc des réseaux structurants existants, de l'eau potable, des télécoms, un réseau RTE ici. Le but du jeu, bien sûr, c'est de ne pas toucher à ces réseaux qui sont structurants pour des questions de coût quand on les touche, et également pour des questions de service. C'est compliqué d'arrêter le service de ce type de réseau. Et enfin, on a une complexité organisationnelle, puisqu'on a un nombre de lots en lien avec la taille du territoire. Ici, 14 lots, donc 14 équipes de conception. Il faut arriver à coordonner, fédérer le BIM, en tout cas dans sa partie bâtimentaire. La promesse, c'est quand même que c'est un outil et des processus qui nous permettent de mieux collaborer. Donc, on a cherché à appliquer ces choses-là à l'échelle de ce quartier. Enfin, on avait quand même une envie collective plutôt de se lancer dans ce type de démarche et de pouvoir mesurer potentiellement son apport pour le quartier. Donc, d'un point de vue organisation de la démarche, sur la partie SIM principalement, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un groupement de promoteurs qui a remporté un appel à projet sur la partie bâtimentaire. Donc, leur réponse pour la partie bâtiment, ça a été de s'adjoindre les services de la société SXD pour assurer le BIM management de l'ensemble des lots. Donc, SXD était en charge de collecter l'ensemble des maquettes du bâtiment, d'en faire l'agrégation, d'en faire le contrôle, l'analyse, avant de les livrer pour la partie quartier, on va dire.
Ils avaient aussi comme mission, en cas de non-modélisation par les lots, de prendre la main sur la partie modélisation et de modéliser à partir des études de maîtrise d'œuvre plus classiques des lots, ce qui est largement arrivé. Nous, de notre côté, espace public, on se retrouve à droite, donc on est maître d'œuvre des espaces publics en groupement avec TVK. On a à notre charge la conception, et dans le cadre de notre conception, on a modélisé les espaces publics, et au centre vient représenter l'étage supérieur, l'étage supra, on pourrait dire, c'est-à-dire celui du quartier, où nous avons été en charge de piloter l'ensemble de la démarche, de faire l'agrégation des maquettes à la fois bâtiments et espaces publics, et de réaliser les usages qui ont été retenus, et que je vais vous présenter tout de suite. Donc, à l'échelle, donc les usages ont été déclinés à chaque niveau, on va dire. Niveau quartier, et après niveau espace public et niveau bâtimentaire. Au niveau du quartier, on a retenu principalement 2 usages. Réaliser la synthèse technique aux interfaces publiques et privées et disposer d'une maquette de visualisation du projet. Parce que, malgré tout, ça reste un enjeu de pouvoir, sur un projet urbain, se projeter sur les aménagements, sur les bâtiments, sur les volumétries, sur les espaces libres. Il y a des questions de densité qui se posent, notamment donc un enjeu à pouvoir visualiser le quartier dans son état d'avancement. Nous, au niveau des espaces publics, en tant que maître d'œuvre, on s'était fixé 2 objectifs. Le premier, c'était de produire nos plans à partir des maquettes qu'on concevait. C'était des choses qu'on ne pratiquait pas. Et ensuite, c'était de juger, de voir si les outils qui viennent avec le BIM nous permettent de mieux assurer la coordination et la synthèse qu'on fait à l'intérieur de notre groupement. Donc ça, c'était des objectifs que nous étions fixés. Et au niveau bâtimentaire, Bordeaux Atlantique souhaitait suivre les programmes des lots, c'est-à-dire qu'il y avait des engagements qui étaient pris au niveau amont, et au travers des maquettes, il y avait une volonté de pouvoir extraire des informations pour suivre concrètement les surfaces de plancher qui étaient mis en avant. Donc ça, c'est le CSTB qui a travaillé pour Bordeaux Atlantique sur ce sujet-là. Dernière étape sur l'organisation générale et les phases d'implémentation, la question de la composition de la maquette. Il n'existe pas de référentiel aujourd'hui qui dit, quand vous faites un projet urbain en BIM, enfin même un projet urbain tout court, vous devez avoir tel objet qui apparaît dans votre maquette, et ces objets-là doivent comporter telle information. Ça a été dit tout à l'heure, sur le croisement du niveau de détail géométrique et du niveau de détail informationnel. Donc on a fait ce travail-là dans la première phase. Dans la phase de structuration de la démarche, on a fait une première proposition, à la fois pour l'espace public et pour la partie bâtiment, d'objets à modéliser. On a partagé cette liste et on a travaillé sur l'intégration d'informations pour réaliser les usages. Ça se pratique, on le voit notamment sur les systèmes d'information géographique dans le SIG. Il y a des tables d'objets, il y a des dictionnaires qui sont classiquement édités. Nous, on considère qu'aujourd'hui, c'est une étape qui est primordiale pour engager tous les acteurs dans la démarche, notamment en urbain, puisqu'on a vu qu'il y a encore plus d'acteurs que sur une démarche BIM classique. Donc maintenant, un peu de logiciel. D'un point de vue très concret, on souhaite aussi vous montrer comment on a réalisé, modélisé, fait les analyses, la synthèse sur ce projet-là. Donc, il y a plein d'outils qui sont autour d'un seul éditeur. Ce n'est pas une publicité pour cet éditeur. Concrètement, à Bordeaux, c'était notre... Oui, je sais. C'était la première fois qu'on se lançait, donc notre réflexion, ça a été de se dire, ne nous mettons pas trop de challenge dès le début. On sait que dans cet environnement, ça fonctionne plutôt bien. Donc, on a commencé par là. Voilà. Une fois que ça s'est dit, on peut évacuer la question d'éditeur. Concrètement, en termes de production, du coup, on était sur un outil pour la partie espace public. Ce qui est à retenir, c'est qu'on avait un outil de modélisation plutôt dédié aux infras et aux espaces publics. Et sur la partie bâtimentaire, on était sur un outil, enfin l'outil le plus connu pour faire du bâtiment, c'est-à-dire Revit. Voilà, très concrètement. Il y a quand même quelques sujets sur la partie espace public qu'on n'arrive pas à modéliser directement, ou en tout cas, les outils ne sont pas forcément directement orientés vers la production et l'intégration de ces éléments-là. Ça concerne notamment tout ce qui va être mobilier plantation, ça reste toujours un sujet, on le voit dans tous nos projets. Donc avec des workflows un peu spécifiques à mettre en œuvre. Et sur les réseaux, on va dire de façon générale non gravitaire, ça reste toujours aussi un sujet pour arriver à modéliser de façon efficace ces éléments-là. Ce que vous voyez à l'écran, du coup, c'est qu'on avait 2 usages principaux au niveau du quartier, synthèse et immersion. Concrètement, on a créé 2 maquettes différentes. Enfin, on a utilisé les données pour créer 2 maquettes dans 2 outils différents. Sur la partie synthèse, on utilise un outil qui s'appelle Navisworks, qui est très connu.
Sur la partie immersion, on a utilisé un autre outil qui s'appelle InfraWorks. Ce qu'on a essayé de faire, c'est d'utiliser au maximum les mêmes données produites ici, si vous voulez, à la fois sur l'espace public et sur la partie bâtimentaire. Éviter de faire de la ressaisie du doublon. On n'a pas réussi à 100%, pour être très clair, mais ça a consisté principalement à venir, on va dire, retravailler sur la partie végétale et mobilier. De toute façon, c'était aussi en lien avec le niveau de détail géométrique qui n'est pas le même sur cette partie plutôt architecturale, urbaniste et paysagère. Les attendus ne sont pas les mêmes quand on veut visualiser que quand on veut faire de la synthèse technique. Donc, un petit zoom sur les espaces publics, parce qu'on parle du quartier, on parle du CIM, mais les espaces publics sont une composante importante. Et en termes de conception BIM, ça reste encore un sujet qui est moins avancé que la partie bâtimentaire. On a produit une maquette d'espace public avec toutes les composantes de l'espace public, c'est-à-dire la topographie, toute la partie surfacique, voirie, trottoir, place, les réseaux existants et projetés, toute la partie espace vert, arbre, et la partie mobilier urbain. Et donc, pour être tout à fait honnête, notre partenaire TVK n'a pas pu contribuer sur sa partie, c'est-à-dire principalement espace vert, mobilier urbain, pour des questions toutes simples d'outils. Le workflow était à la fois compliqué et ne les satisfaisait pas. Donc, ce qui s'est passé très concrètement, c'est qu'ils ont produit ces aspects-là classiquement et on les a intégrés, nous, a posteriori, dans la maquette d'espace public, dans le socle. Et donc là, ce que vous voyez, l'image à gauche, c'est un bout de voirie modélisé dans notre outil métier de modélisation. Et là, à droite, c'est la maquette des espaces publics agrégés où on est venu masquer le sol. On a une vidéo après pour vous montrer le résultat plus global. Un deuxième zoom sur la partie plus orientée synthèse. Donc les deux usages principaux, immersion, visualisation, le deuxième synthèse. Deux mots pour dire très simplement que au niveau de la synthèse, dans un premier temps, on s'est basé plutôt sur des fichiers au format natif, notamment sur la partie espace public, mais qu'au moment du pro, on a réussi à monter en compétence, notamment sur la question de la sémantisation des IFC, c'est-à-dire l'intégration des informations, et qu'aujourd'hui, on utilise des IFC. Sur la partie synthèse, un outil efficace qu'on est venu adjoindre d'une feuille Excel, et ça nous permet de faire de la synthèse de façon extrêmement efficace. Donc cette question de synthèse aux interfaces publiques-privées, on a ciblé des sujets qui sont en général problématiques, donc les sujets récurrents qui méritent d'être traités. Donc la question des limites parcellaires, est-ce que la limite parcellaire qui est prise en compte par le bâtiment est la même que celle par le public, par l'espace public? Ça, c'est un sujet. La question des accès, notamment des nivellements. Est-ce que le nivellement de fond de trottoir correspond bien au nivellement des seuils, au niveau des seuils? Les branchements réseau. On a un ouvrage particulier qui est le parking en dessous de la place. On le voit ici, là, on a une petite image. Donc, on savait que c'était un nid à problème. OK. La maquette, on aura une phase d'analyse spécifique là-dessus, notamment sur les questions de charge, sur les ouvrages qui sont dans l'espace public, notamment les regards, et qui ne doivent pas tomber dans le parking. Bon, on a perdu, ça ne marche pas. Voilà, donc ce sont les sujets principaux. On a aussi pu évaluer la question des locaux. Locaux poubelles, locaux poussettes, leur emplacement. Est-ce que c'est bien conforme entre la maquette et les promesses ou les plans qui avaient été faits précédemment? Ces éléments-là ont pu être traités directement dans la maquette. En tout cas, leur analyse. Et donc là, c'est la vidéo pour vous montrer la maquette de travail type synthèse technique. Donc ce que vous voyez, c'est les espaces publics, d'une part, on les distingue bien, et puis des bâtiments qui sont soit un peu plus avancés en termes de modélisation, parce qu'ils correspondent à des phases APDPC, soit des bâtiments plutôt stade esquisse. Si on ne les met pas, tout de suite, ça fait extrêmement vide, et ça ne permet pas forcément de se projeter dans le quartier. Donc on voit que l'ensemble des espaces publics ont été modélisés, avec des formes de modélisation, notamment sur les parties ponctuelles, paysages et mobilier, assez simples, mais qui permettent de distinguer tout simplement les objets. Donc nous, de notre côté, on a collecté l'ensemble des maquettes, on en fait l'agrégation dans ce modèle-là, et c'est un modèle qui nous sert sur les réunions de travail à juger l'avancement du projet ou à évoquer des problématiques particulières. C'est aussi le modèle qui nous sert à faire de la synthèse. L'intérêt de ce type d'outil, c'est pas le seul qui permet de faire ça, c'est d'avoir toute une notion de dynamisme en fait dans le traitement des modèles, enfin dans la visualisation, notamment une coupe dynamique là que vous voyez. Une fois qu'on a fait l'agrégation des modèles, c'est extrêmement simple de faire ça. Et donc ça, c'est vrai que ça permet de se passer quelque part de la coupe un peu statique, hein, c'est-à-dire qu'on peut venir couper à n'importe quel endroit,
dans la limite de validité des modèles, bien sûr, avec le niveau de précision qui vont bien. Ce qu'on voit ici, c'est les réseaux qui sont modélisés, l'ensemble des réseaux enterrés, existants et projets. Sur les arbres, on a notamment modélisé les fosses pour pouvoir juger des croisements avec les réseaux, notamment, qui est un grand sujet sur l'espace public. Ça, c'est pour illustrer toute la partie synthèse, comment on réalise en gros les actions de synthèse au travers de cette maquette-là. Il y a de la détection de clash, c'est vrai, mais pas que. Et au final, pas beaucoup sur la partie interface public-privé. Concrètement, pour faire l'analyse des niveaux entre le fond de trottoir et le seuil, c'est une action d'observation manuelle où on fait une prise de mesure. On vient enregistrer cette vue, et après, l'ensemble de la maquette configurée avec cette analyse-là est partagée avec le lot et l'espace public. L'intérêt, c'est d'avoir l'ensemble des informations qui sont centralisées dans un outil unique. Ça, c'est la grosse différence par rapport à la gestion des plans plus classiques, AutoCAD, 2D notamment. On doit gérer les XREF et les mises à jour. Là, c'est plus simple à gérer. Enfin, en tout cas, pour l'utilisateur final, c'est plus simple. En amont, ça l'est pas forcément, mais l'objet final est plus simple à gérer. La question des informations, ça veut dire que dans chaque objet, on avait des informations qui étaient demandées. Ces informations, on l'a vu rapidement juste avant, elles sont présentes dans chaque objet. Notamment, on intègre un code qui nous permet de sélectionner toutes les barrières via un jeu de sélection. Donc, on a une puissance sur les requêtes qui est assez importante, qui va nous permettre notamment de pouvoir afficher, masquer, styliser, pour rendre la maquette compréhensible, de pouvoir lancer des jeux de clash de détection de collision. Donc ça, l'information sert à la fois à comprendre la maquette, mais elle sert in fine aussi à utiliser les outils à leur pleine puissance. Donc la phase de décomposition de la maquette, le tableau qu'on a vu tout à l'heure, est extrêmement importante en lien avec les usages qui sont retenus. Et donc là, on voit la détection de clash, qui est sûrement l'outil le plus connu. Pas forcément le plus utilisé de notre côté, mais sur la partie ouvrage enterré, c'est vrai que c'est quand même c'est extrêmement pratique. Donc là, vous voyez, on vient faire clasher les réseaux projets à gauche versus les plantations à droite. Et l'outil sort automatiquement toutes les collisions. Donc c'est un outil supplémentaire mis à disposition des concepteurs pour assurer l'avancement du projet. Sur la partie visualisation, je regarde la montre, oui. Sur la partie visualisation, donc on a utilisé un autre outil spécifique qui permet visuellement d'être plus performant. Donc c'est un outil qui s'appelle InfraWorks. L'intérêt de cette maquette-là, c'est de pouvoir proposer un modèle qui reste cohérent sur une partie des données avec la maquette technique, puisqu'une partie des données sont communes, notamment sur la question du sol et du nivellement, qui est en général une information qui n'est pas très bien traitée sur des maquettes plus à visée de communication. Quand on a des enjeux de nivellement, c'est quand même assez intéressant. Et on est venu restyliser une partie des objets, notamment la partie mobilier pour qu'ils correspondent vraiment au projet, et toute la palette végétale. Ce qui est intéressant, c'est que ça reste dans le cadre de l'équipe de conception, du groupement, et ça peut rester malgré tout, ces maquettes de communication, des sujets qui ne sont pas forcément extrêmement bien traités. Et cette maquette-là, contrairement à l'autre qui est plutôt à visée des opérationnels, celle-ci, elle a permis plutôt à la direction de Bordeaux-Atlantique de venir se positionner, notamment sur la validation des projets de bâtiments. Donc, une vidéo de démonstration de la maquette. Le rendu n'est pas du tout le même, l'usage final n'est pas du tout le même. On est vraiment sur un objectif de visualisation. Ce qui était intéressant pour Bordeaux-Atlantique, c'était quelque part de disposer d'un socle. Et ce qui est assez simple, c'est de venir enlever un bâtiment pour en mettre un autre, s'il y a une variante, ou si le bâtiment a tout simplement ici évolué sur la partie bâtimentaire esquisse. Dans la récupération des données, ce qu'on peut voir sur le contexte ici un petit peu en pourtour de projet, c'est qu'on a pu récupérer les données de la métropole, notamment ils disposent d'un site IGML de tout le contexte métropolitain. Donc on a pu récupérer ça pour venir habiller et mieux comprendre l'insertion, notamment en limite de projets par rapport à l'existant, les questions de hauteur bâtie, les questions de densité. Sur la partie 3D, ça a quand même une vertu, c'est de donner une échelle aux choses. C'est un aspect qui peut être compliqué à appréhender sur plan. Même pour des concepteurs, ça reste un outil intéressant à mettre en avant. La maquette qu'on a vue précédemment, la maquette plus technique, permet déjà de se rendre compte de certaines choses. Celle-ci permet d'aller un peu plus loin.
Pour conclure et se laisser un peu de temps pour des questions-réponses, en termes de bénéfices sur cette démarche, vraiment, il y a 3 aspects qui ont été vraiment mis en avant. C'est améliorer la compréhension du projet. Et quand on dit ça, en fait, ce qu'on souhaite dire, c'est que au travers des outils, des usages qui ont été mis en œuvre, on a soulevé des problématiques et la compréhension de ces problématiques a été plus rapide à différents niveaux, suivant les acteurs. Et du coup, on a plus de temps pour résoudre la problématique. C'est-à-dire qu'on discute moins de quel est le problème et on passe plus de temps à se dire comment on solutionne le problème. Ça, c'est vrai que le BIM, notamment au travers de la 3D, permet vraiment de bien solutionner ces questions-là. On a une centralisation des informations dans un outil unique. Et ça, c'est un aspect pour à la fois pour le maître d'œuvre et pour le maître d'ouvrage côté opérationnel, chargé d'opération. C'est quelque chose qui est extrêmement appréciable. On évite d'avoir un dossier de plan de 20 PDF, hyper dur à ouvrir parce que chaque PDF fait 30 mégaoctets, le PC tourne pas assez vite. Ça n'empêche pas de faire des plans, les plans restent nécessaires, notamment pour traiter un certain nombre de sujets, mais on a quand même un outil où on a tout un tas d'informations qui sont exploitables pour régler des questions du projet. Et nous, ce qu'on a pu constater sur la partie coordination synthèse, on a dû étudier certains sujets, notamment le nivellement, notamment on s'est posé des questions sur les réseaux, qu'on ne se pose pas forcément parce qu'on doit se poser notamment la question de l'altimétrie de façon plus précise. Donc ça nous fait aller plus loin et du coup, ça nous fait livrer un projet qui est de meilleure qualité. La suite sur le périmètre Zach-Garonne-Eiffel, c'est la poursuite de cette démarche sur le secteur belvédère qui aujourd'hui est arrivé à son terme sur la partie conception espace public. Il reste une partie des lots encore qui vont sortir suivant le phasage, il en reste 4 ou 5. Mais la suite, c'est de poursuivre cette démarche-là en phase travaux sur une partie de l'espace public et de voirie. Le deuxième sujet, c'est de relancer un secteur d'expérimentation sur une autre partie de la Zach-Garonne-Eiffel, un secteur à peu près de même taille, où on va pouvoir venir tester de nouveaux usages pour voir dans quelle mesure on va pouvoir les atteindre et qu'est-ce que ça implique en termes d'organisation sur la démarche. Et j'ai fini. Est-ce que vous avez des questions ? Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Pour démarrer. Alors, qui se lance? C'est la première question du matin, c'est normal, c'est toujours un peu difficile, mais voilà, Guillemette se lance. Je te donne pas. Oui. Tu as raison, tu as raison. Oui, une petite question. Donc, vous avez utilisé le BIM dans ce contexte plutôt urbain. Donc, en effet, on voit, mais comme on le voit dans le bâtiment, tout l'intérêt, parce que ça permet en fait d'améliorer le projet, c'est-à-dire qu'au-delà de la compréhension, on améliore vraiment le projet. Est-ce que vous avez imaginé, peut-être sous forme de test, d'avoir une partie gestion, c'est-à-dire d'en profiter aussi pour avoir une gestion des fluides, une gestion de l'eau, enfin voilà, des fuites, voilà, par la suite sur le réseau aussi. Pour reparler un peu de maintenance. Oui, tout à fait. Donc ça revient à la question d'exploitation. Quand on veut dérouler la bobine, on a la partie conception qui est quelque part maîtrisée aujourd'hui. La partie construction sur laquelle on va se lancer, se pose la question après de la partie exploitation. Si on raisonne espace public, sur la partie bâtimentaire, on n'est plus trop maître puisqu'en fait, ce sont d'autres maîtrises d'ouvrage. Sur la partie espace public, on a questionné la métropole sur ces sujets-là. Le retour assez brut, c'est que sur la partie service numérique, donc les gens qui gèrent le SIG, les attendus sont très clairs. Reverser les données de la maquette dans le SIG pour venir nourrir et alimenter, c'est déjà très structuré, on connaît les attendus. Sur la partie exploitation, sur les services techniques, ils sont en phase de structuration, ils sont en train de nommer des référents. Il y a toute une démarche, ils sont en train de mener une démarche de leur côté pour voilà, se poser la question quelque part des usages. Donc concrètement, aujourd'hui, non. On n'a pas de demande explicite et la difficulté, c'est que là, on ne peut pas répondre à leur place. Ouais. Oui, on constate que voilà, ça bouge, mais c'est pas prêt. Ah. J'ai pas tout entendu, j'étais pas là au départ, mais les rapports avec les concessionnaires, comment tout ça s'est passé? Parce que parfois, on voit que c'est compliqué dans la gestion de leur intervention, dans la gestion dans le temps. Ils ont été participatifs ou ils se sont mis à côté? Comment ça s'est passé? Ils se sont mis à côté. Alors, pour être plus complet dans la réponse, on a essayé de les intégrer à la démarche. On les a rencontrés. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous intéresse pas? Est-ce que vous êtes en capacité de faire? Ils sont intéressés, mais ils n'ont pas souhaité faire pour des questions diverses. Ils n'ont pas les équipes sur place, ce genre de choses. Donc concrètement, on reste sur le schéma assez classique sur l'espace public, c'est-à-dire que le maître d'œuvre modélise à la place du concessionnaire.
notamment sur les réseaux existants. Après, on a quelques réseaux qui restent sous maîtrise d'ouvrage directe des concessionnaires, qu'on a modélisé jusqu'à la phase pro, donc qu'on a pu prendre en compte. Maintenant, quand on entre sur la phase travaux, c'est plus compliqué, puisque si pendant les travaux, le concessionnaire ne vient pas mettre à jour sa partie de travaux, bon voilà, la maquette est partielle. Il y a une autre question sur les réseaux existants, c'est la qualité de la précision des réseaux existants. Ça reste un sujet, à la fois en plan et surtout en altimétrie. Pour être très clair sur cette question-là, ce test nous a permis d'évaluer l'écart qui existe. C'est-à-dire qu'on a des outils qui sont extrêmement puissants, notamment sur la détection de clash, pour s'assurer que les réseaux sont à la bonne place, qu'il n'y ait pas de collision. Mais simplement, l'information, la donnée qu'on a à la base n'est pas précise. Donc, on a, sur cet aspect-là, en fait, on est un peu en incapacité d'aller jusqu'au bout parce qu'on a encore des incertitudes sur les réseaux, notamment existants. Merci. Ouais. Est-ce que vous avez envisagé des usages en termes de simulation, de modélisation? Je pense notamment à des simulations de circulation, de flux de circulation, des sujets d'îlots de chaleur, de biodiversité, etc. Est-ce que, à votre avis, c'est un outil, enfin, il y a certainement des outils qui existent déjà, mais est-ce que c'est justement dans des usages futurs, vous envisagez de faire ce type de simulation? Oui, alors sur la question des mobilités, il y a un modèle multimodal qui a vécu en parallèle des études, puisque c'était un sujet, on a l'infrastructure urbaine majeure que vous avez vue, ça fait partie du bouclage des boulevards à l'échelle bordelaise. Donc, il y a un modèle multimodal qui a vécu en parallèle. On n'a pas souhaité le coupler parce que c'est des questions qui sont déjà extrêmement complexes à traiter en général. Donc, on ne l'a pas couplé. Sur le reste des simulations, ça aurait pu être le cas, c'est-à-dire que l'idée aurait été de récupérer quelque part la géométrie principalement et quelques informations de la maquette pour les remettre dans un outil de simulation. La problématique, c'est que là, le projet était trop avancé. C'est des questions qui seraient plutôt intervenues avant les phases APD-PC. Donc ça aurait été intéressant de les traiter plutôt sur un stade préopérationnel, de valider ces principes-là en reprenant la maquette et la mettre dans les outils de simulation. Là, on était un peu en décalage par rapport à ces enjeux-là, mais qui sont quand même intéressants. Sur l'autre secteur dont j'ai parlé à la fin là, de la diapositive, dans les nouveaux usages, il est clair qu'il y a un usage qui prend de l'ampleur, c'est le suivi, enfin l'amélioration de la prise en compte du développement durable, des questions écologiques, notamment via le suivi de certains indicateurs mis en place. Donc, ce qui est à peu près sûr, c'est que dans cette nouvelle démarche, on va venir extraire des informations sur ces sujets-là pour faire en fait un suivi plus régulier de ces indicateurs et fiabiliser parce que l'extraction sera automatisée. Un petit peu du coup, est-ce qu'il y aurait dans l'histoire, enfin dans l'enjeu de la ville connectée, si on veut, des capteurs qui seraient mis en place dans la ville pour effectivement mesurer, j'en sais rien, des températures ou autres, et qui pourraient être en lien avec cette maquette urbaine? Oui, alors après, ça, du coup, moi dans mon esprit, ça renvoie plus à la question de l'exploitation. C'est-à-dire que là, on va plutôt tomber dans le jumeau numérique phase exploitation, où on va avoir un jumeau à mettre à jour qui existe, qui doit venir se connecter avec des outils d'exploitation, comme ça avait été évoqué précédemment sur la partie bâtimentaire, bailleur social. Mais c'est vraiment la connexion des deux. Aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est que cette politique-là doit être portée par la collectivité. Et comme j'ai dit précédemment, ils ne sont pas structurés. Donc, pour le moment, sur cette partie-là, ça va encore évoluer. Mais c'est plus un lien entre les données, je pense, plutôt qu'un outil qui ferait tout, enfin, ce genre de choses. Bonjour. Une question sur les... avant la modélisation de la maquette, c'est-à-dire la création de la maquette, vous avez évoqué le sujet des réseaux existants. J'ai une question sur les entrants que vous avez pu avoir pour pouvoir construire votre maquette, surtout en termes de données SIG et topographiques. Je souhaite savoir si vous avez eu des problèmes dans ce sens-là et si vous en avez, comment vous avez pu réussir à résoudre ces problématiques. Alors, sur la topographie, c'est assez simple puisqu'on a eu un levé géomètre qui a été fait par Bordeaux Atlantique. Donc, on a eu un levé géomètre 2D classique qu'on est venu transformer via nos outils de modélisation, mais ça, c'est des choses qu'on fait depuis très longtemps, même avant de faire du BIM, pour évaluer notamment les terrassements sur la partie espace public. Donc ça, c'est sur la topographie, on a des données fiables parce qu'un géomètre est passé, a fait des levées, nous a livré un plan topo. Sur la partie réseau, on est passé principalement par la case DT DICT.
Donc, on a récupéré des plans avec des niveaux de précision. On a des relations aussi bilatérales avec les concessionnaires, donc on a pu récupérer des informations plus précises dans ce cadre-là. Et Bordeaux-Atlantique, sur des réseaux qu'on a considérés comme structurants, a fait des sondages complémentaires. Donc, en fait, on a intégré ces différentes strates dans la maquette. Il reste néanmoins des imprécisions, on le sait. Hein. Quand on fait de la détection de clash sur les réseaux existants déjà clashent entre eux, alors qu'ils sont bien présents. Donc, ça illustre bien cette problématique. Après, dans notre approche, on arrive à discrétiser les réseaux qui méritent de ne pas clasher quelque part, enfin d'assurer une coordination primaire. Et puis on sait qu'on a d'autres réseaux, notamment des réseaux souples avec des profils qui sont assez simples. Ça relève plus sur la partie projet, en tout cas de l'exé, de notre point de vue. Donc aujourd'hui, dans les maquettes, on sait que sur la partie réseau, il reste des réseaux qui ne sont pas coordonnés, mais c'est aussi en cohérence avec le niveau d'étude auquel on est. La fin de la phase pro n'a pas vocation à positionner en plan et en altimétrie l'ensemble des réseaux projets. Ça, c'est ma conviction. Très bien. Merci beaucoup. Une dernière, et puis après, on va passer à la session de pitch. Une question bassement comptable et très pratico-pratique. Donc là, comme sur d'autres sujets, d'autres villes, d'autres expérimentations en CIM, j'aimerais savoir sur cette emprise avec toute la chaîne qui a été présentée, c'est évalué de votre côté, mais également avec les autres intervenants de la chaîne, TVK et autres, à combien d'emplois temps plein et pendant combien de temps ça correspond? Pour avoir une idée du travail qu'il faut pour arriver à ce résultat sur une zone géographique limitée. Alors, on n'a pas fait le calcul, pour être tout à fait honnête. Après, en termes de rythme, ça correspond à des phases de conception principalement, enfin sur la partie modélisation. Donc, c'est équivalent au rythme d'une conception de phase AVP, c'est-à-dire qu'au début, ça commence un peu lentement, on pose les problèmes, puis après, on a des phases de production et de rendu. Après, ce qu'on a essayé dans nos méthodes, c'est quand même d'intégrer un maximum l'aspect conception BIM à notre production de maître d'œuvre. Bon, je sais que ça ne répond pas complètement à la question, parce que je n'ai pas la réponse précise. C'est compliqué de dire en plus, ça dépend des sujets. On sait que par exemple, sur la phase AVP, on va étudier plus précisément le nivellement et le sol, donc on va passer plus de temps à cause du BIM ou grâce au BIM, je ne sais pas comment le dire, sur l'aspect sol pour définir précisément l'altimétrie, parce que c'est une information qui va rendre très dépendante les autres sujets, notamment la question des réseaux, la question des éléments qui sortent ponctuels, les accès par rapport au lot. Donc là, on passe plus de temps. Et ce qu'on sait, c'est qu'à la phase pro, on passe plus de temps sur la partie réseau, notamment réseau non gravitaire. On a vraiment pu observer une augmentation du temps à passer sur ces sujets-là. Sur la partie espace public. Sur les lots, je ne peux pas vous dire, puisqu'on n'a pas contribué directement à modéliser. Sur la partie synthèse, je pense que grosso modo, on passe le même temps à faire de la synthèse en BIM qu'à faire de la synthèse non BIM. Par contre, on est plus efficace au final, je trouve. Il n'y a pas de différence forcément de temps passé sur la partie synthèse, une fois que les maquettes sont créées. Voilà, ce sera le mot de conclusion. Je vous remercie pour cette présentation très instructive.